Déjà de façon très générale, donc j'ai 37 ans, j'habite à Belin-Bélier, du coup dans le département, en Gironde. Donc j'ai un mari et nous avons 3 enfants. D'accord. Voilà, donc qui partagent, nos loisirs, on partage les loisirs ensemble. Hem, voilà, professionnellement, je travaille, donc dans l'entreprise familiale de mon mari. On est, un groupe, agro-industriel, on va dire. On travaille, sur 2 sites, dans le nord des Landes. On est, producteur de maïs et de carottes et on est aussi, conditionneur, emballeur de carottes qu'on, expédie vers la grande distribution. D'accord. Donc voilà, je travaille dans un groupe, familial depuis 15 ans. D'accord. OK. Et la chasse, du coup, c'est aussi une activité familiale? Alors la chasse, oui, ça a toujours été, on va dire. Ça fait partie de ma vie depuis, je ne saurais même plus dire. Mais mes parents étaient, enfin mon père était donc picard, donc il chassait en Picardie, avec, son père, enfin ses parents, et quand il est descendu dans le sud-ouest pour s'installer en tant qu'agriculteur, il a fait le choix de continuer à vivre sa passion et il nous l'a transmis. Donc nous, on est 3 enfants. Il y a mon frère donc qui a 2 ans de plus que moi et ma sœur. Donc on est tous les 3 passionnés entre guillemets de chasse. Et nous, on n'a pas chassé tout de suite dans le Médoc. On a d'abord, d'ailleurs on était petits, donc les parents, eux, chassaient avec un équipage, du coup voisin, de là où on habitait. Donc ils ont commencé là-bas en tant que boutons. On appelle donc bouton, c'est le terme qui désigne les adhérents en fait d'une association qu'on appelle dans la vénerie un équipage. D'accord. Donc mes parents étaient boutons dans un équipage voisin. Et puis nous, on n'allait pas forcément à la chasse, ou en tout cas on n'était pas acteurs. On suivait un petit peu en voiture à l'occasion. Ensuite, on a eu une coupure dans notre histoire de chasse. Les parents ont fait une pause pendant quelques années, et ensuite ils ont fait le choix du coup de repartir de repartir dans ce monde-là, parce que voilà, je pense que ça leur manquait et qu'ils avaient besoin. Et donc nous, on avait à ce moment-là, on avait appris à monter à cheval entre-temps. On a toujours eu des chevaux à la maison, des chiens. Donc on était prêts à, à, à Remettre ça. recommencer, voilà. Et puis là, on était un petit peu plus grand. On a commencé à chasser donc dans les Landes. D'abord au chevreuil, et puis ensuite mes parents ont monté, donc la personne avec qui on chassait dans les Landes, donc qui est Monsieur Margariti, leur a donné l'opportunité de monter une meute au cerf. Et donc qui est notre animal un peu de prédilection dans la famille, parce que papa chassait le cerf. Après, quand il a chassé aussi dans l'équipage des Saintes-Maries, il chassait le cerf également. Ça a toujours été son animal de chasse. Donc on est naturellement reparti au cerf. Et donc on a longtemps chassé dans les Landes. Donc c'était un gros déplacement pour nous parce qu'on habitait donc dans le Médoc. On partait tôt le samedi matin. Mais c'était l'histoire de notre famille, en fait. C'était comme ça, on se posait pas de questions. On partait tôt le matin, on chargeait les chevaux dans le camion, maman à son poids lourd. Il y en a qui partaient avec les chiens, il y en a qui partaient avec les chevaux, et puis on partait avec nos amis, où on se retrouvait tous sur place dans les Landes, voilà. On était une petite équipe à vivre ça tous ensemble. Et nous, du coup, on repartait, on passait la journée sur place, on chassait 3 heures, 8 heures, 9 heures. On dînait, on remontait les chevaux, on repartait dans le Médoc. Et le dimanche, on s'occupait des animaux. Voilà, c'était la journée dédiée aussi aux devoirs et aux animaux. Et puis, euh, et puis voilà, pour faire un peu l'historique de la chasse, donc pour dire un peu la place que ça occupait dans nos vies. On avait les chiens à la maison, l'élevage à la maison. Donc moi, j'étais particulièrement attirée par les chiens, jeunes, enfants. Donc on avait des portées, on avait 4 à 5 portées par an. Donc on avait des chiots dans le jardin tout l'été, on faisait des soupes, on s'occupait d'eux. Ils avaient tous leurs petits noms avant d'être officiellement baptisés à la lettre.
Voilà, on s'amusait beaucoup, beaucoup enfants avec les chiots l'été. Et puis après, donc après moi je me souviens petite, les chevaux c'était pas trop mon truc, j'en avais un peu peur. Alors je montais à cheval, hein, mais j'avais fait une ou deux chutes un peu, voilà, un petit qui m'avait un peu fait peur et du coup j'étais pas très très proche des chevaux, mais beaucoup plus proche des chiens. Et puis après, l'équipage donc a pris un peu son indépendance. Enfin, en tout cas, la meute de cerf a pris son indépendance et on a commencé à chasser à partir de 2016 dans le Médoc, sur les propriétés de Monsieur Dubosc en bord d'océan, sur la propriété du Flamand. Et là, on a passé de très belles années aussi sur ce territoire. Les chiens ont déménagé, ils sont partis sur l'exploitation agricole, parce qu'il y a un hangar qui a été dédié à l'élevage et aux écuries. Et puis au chenil, du coup, donc tout était regroupé là-bas. On n'avait plus les chiens à la maison. Nous, on avait grandi, on est aussi parti faire nos études, mais on revenait tous les week-ends chasser avec à la maison avec les parents. Donc voilà, et on s'est implanté dans le Médoc comme ça. Au début sur ce territoire-là, et puis ensuite ce qu'on appelle au pays, grâce aux bonnes ententes avec les ACCA de Dourtin, puis Carcan, grâce notamment aux gens et aux amis qui nous suivaient, qui nous ont aussi ouvert des territoires. Et c'est comme ça qu'on a fait notre trou, entre guillemets, dans le Médoc, et maintenant c'est notre territoire de chasse principal. On se déplace un peu dans les Landes, et donc une fois par mois dans la saison, donc la saison dure 6 mois, donc entre 4 à 5 fois par an, par saison dans les Landes. D'accord. Voilà. Et moi, me concernant, les Landes, ça reste mon territoire de cœur, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est là que j'ai appris, j'étais jeune, j'avais entre 12 et 16 ans, 17 ans même. Et les Landes, pour moi, c'est le paradis C'est là que de la chasse. les souvenirs d'enfance Et les souvenirs sont... d'enfance sont toujours très marquants. Les gens qu'on rencontre aussi, les gens avec qui on grandit. Et pour moi, ouais, c'est vraiment des souvenirs auxquels je suis très très attachée. Et un territoire du coup auquel je suis très attachée parce que c'est vraiment un territoire que j'affectionne particulièrement. Oui, je pense qu'effectivement, les souvenirs qu'on a quand on est jeune, c'est ceux qui nous marquent le plus Mm. et vers lesquels on essaie de tendre en grandissant. Exactement. Donc, Ça devient un idéal. ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même, c'est plus qu'une passion, c'est presque un mode de vie, Oui, c'est la ça. chasse, en fait, pour toi et ta famille. Mm. Oui, c'est vrai que nous, le week-end, on n'allait pas au foot ou au tennis. C'était la chasse, mais c'était en fait, ça nous a pas manqué parce qu'en fait, on aimait ça, on avait nos copains, en fait, au début, la chasse, voilà, on y va parce qu'il y a, bon, alors, pour certains, c'est monter à cheval, pour d'autres, c'est le chien, pour d'autres, c'est les copains, pour d'autres, c'est le pique-nique, pour d'autres, voilà, c'est la nature, ça peut être plein de choses pour plein de monde, plein de choses différentes, chacun y trouve son compte. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, nous, ça remplissait en fait nos vies, donc on n'allait pas chercher ailleurs, on est tous les trois allés monter à cheval dans des clubs. Donc ça, c'était la base, histoire après qu'on puisse suivre. Donc on a rapidement suivi à cheval tous à 15 ans, on était tous indépendants sur nos chevaux. Mais voilà, nous, c'est vrai qu'on a vécu avec les chiens à la maison, les chevaux à la maison, et oui, c'était notre vie, c'était notre vie. Ouais, c'est vrai que c'est un Et c'est, investissement en termes de temps qui est, qui est plus important que lorsqu'on n'a pas de meute de chien ou lorsqu'on n'a pas de chevaux. Là, c'est vrai qu'il y a aussi tout le travail entre guillemets qui consiste à s'en occuper, à les nourrir, etc. C'est ouais. plus qu'effectivement lorsqu'on chasse. Pareil, quand on part, de toute façon, des animaux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit une meute de chiens ou une écurie ou des vaches ou quoi que ce soit, c'est, euh, c'est tous les jours. Donc, pour partir en vacances, enfin voilà, ça rythmait un peu nos vies aussi parce que on partait difficilement tous les 5 en vacances quand même, parce qu'on avait cette contrainte, entre guillemets. Oui, ça demande des soins, ça demande une présence humaine constante, de la surveillance aussi. Du coup, oui, c'était vraiment, nos vies étaient rythmées par les animaux et
Alors après, ça c'était au début de l'histoire, mais après parce qu'au début de l'histoire, il y avait que papa et maman, et voilà, c'est eux qui assumaient le quotidien. Par la suite, on a embauché quelqu'un qui s'en est occupé, une personne qui s'occupait des chiens, donc qui a donné un peu plus de liberté aussi à la famille, et qui nous a permis. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fonctionne on a un salarié à temps plein sur les chiens et les chevaux. D'accord. Donc voilà, on n'est plus. Déjà, on n'habite pas sur place. Enfin, mes parents sont à 5 kilomètres, où mon frère est pas loin. Mais, mais voilà, on n'a plus ces contraintes qui étaient quand même assez importantes. Et du coup, tes enfants perpétuent la tradition de chasser à court? Alors mes enfants, alors eux pour le coup, ils baignent dedans depuis tout petit. Oui, pour eux c'est une évidence. Après, je dirais que les garçons ils aiment beaucoup la chasse à tir, ils aiment beaucoup la pêche aussi. Le cheval, alors ils savent monter à cheval. Si demain il fallait qu'ils avaient vraiment envie, ils se débrouilleraient, et je pense qu'ils obtiendraient la condition physique pour suivre une chasse. Mais aujourd'hui, ils en ont pas l'envie. Ils suivent en voiture, donc ils sont présents, ils participent, mais de façon un peu passive. Et je pense que c'est ce qui est compliqué pour eux. Alors que quand ils sont à la chasse à tir, ils ont l'impression de vivre la chasse de façon plus présente, en fait. Donc voilà, ils s'occupent du chien, alors que la chasse à court, en fait, ils participent, mais ils sont plus spectateurs. Ils sont spectateurs, ou alors au début, oui, ils vont tenir la meute, mais après, quand la meute est partie, quand tous les cavaliers sont partis, bah voilà, ils sont. Donc oui, ils aiment bien, ils sont là. Je pense que, alors ma fille, par contre, notre fille, donc on a 2 garçons et une fille. Elle est plus cheval déjà, donc déjà ça l'amène à participer plus facilement à l'action de chasse. Et elle a 8 ans, et donc c'est sa 3e saison là qu'elle fait à cheval, donc elle monte occasionnellement. Elle est pas tous les week-ends à cheval, mais de plus en plus. Et elle aime vraiment ça. Bah oui, c'est vrai elle se fait une joie de participer à ce qui se passe, aux actions de chasse, sonner une vue, enfin encourager les chiens. Donc elle s'amuse vraiment. Mais voilà, elle a ce côté aussi où elle prend du plaisir à monter à cheval. Donc pour la chasse, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de plaisir à monter à cheval, parce que c'est quand même 50% de. Oui, il y a la chasse, mais il faut quand même monter à cheval pour pouvoir participer à la chasse à court de façon vraiment active. Après, il y a plein de gens qui suivent en voiture ou à vélo, mais, euh, mais pour être acteur au niveau au chien, ou voilà, on est obligé d'en passer par l'équitation. Donc voilà, les enfants, et puis on a plein d'enfants à l'équipage qui suivent. Il y a une équipe de petits. Alors moi, j'ai les plus grands, mais après, à partir de 8 ans jusqu'à 3 mois, il y a une quinzaine d'enfants. Ah oui, quand même. Donc voilà, pour eux, c'est aussi les retrouvailles. C'est un peu ce que nous, on vivait aussi quand on était petits, quoi. C'est les retrouvailles avec les copains, le soir au dîner, ils jouent. Donc c'est au-delà de la chasse, C'est un lieu de un retrouvailles. lieu de retrouvailles, et un lieu social pour eux. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant d'enfants dans ce type de chasse en comparaison des autres modes de chasse dans lesquels il y en a sans doute un peu moins? Alors la chasse à course, c'est une chasse qui peut être partagée en famille, parce que alors si on la compare à d'autres chasses, il y a pas d'armes à feu déjà, donc il y a pas de peur, de l'arme à feu d'ailleurs. Donc il y a pas de règles de sécurité, à part, bien sûr, de pas se mettre au milieu des routes, ou de pas traverser devant les chevaux. Bien sûr, il y a des règles de sécurité, mais bon, qui sont évidentes. Mais pas comme à la chasse à tir, où on pourrait dire à un enfant, il faut qu'il reste derrière moi. Il peut y avoir des coups de fusil, il y a un côté un peu dangereux quand même. Donc les gens viennent en famille. Et donc, et puis il y a ce côté un peu spectacle aussi. Il y a quand même, on découpe 50 chiens, il y a une vingtaine de chevaux, il y a cet habit, on est quand même. Oui, on peut paraître. Oui, c'est un peu un spectacle aussi pour les gens qui connaissent pas.
Et du coup, oui, on vient facilement en famille. C'est plus évident de venir à la chasse à courre qu'à une chasse à tir en battu, Avec des très où jeunes on est au enfants. poste. Là, les enfants, ils courent, ils peuvent parler, ils peuvent se dégourdir, ils peuvent jouer dans l'eau des fossés, ils peuvent. Après, ils montent en voiture pour aller d'un point A à un point B, mais ils ont plus de liberté à la chasse à courre qu'à la chasse à tir, je pense. Sans vouloir dénigrer la chasse à tir, hein, parce qu'il y a pas de. Mais c'est différent, c'est vraiment une ambiance différente. Mais c'est sans doute effectivement plus accessible Ouais. pour les jeunes enfants. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr. Mm. Et il y a une étude aussi qui est sortie très récemment qui indique qu'il y a environ 25% de femmes parmi les équipages de chasse à courre, ce qui est relativement important en comparaison du nombre de femmes parmi les chasseurs au global. Qu'est-ce qui explique justement Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà celui dont on vient de parler, parce qu'elles peuvent venir avec leurs enfants, c'est plus facile. Ça peut être partagé en famille, donc ça, les femmes, pour elles, c'est important. Je pense que ça a vraiment une importance. Le partage, partager, faire que tout le monde puisse se retrouver sur une activité, sur un loisir, voilà. Et puis il y a aussi le côté équitation qui amène à la vénerie beaucoup de femmes. Parce que les femmes aiment monter à cheval. C'est vrai que les femmes sont en général, même si à haut niveau on voit pas beaucoup de femmes, mais en règle générale l'équitation attire beaucoup. C'est vrai que c'est souvent une activité qu'on voit. Donc en fait, même si leur mari aime la chasse et qu'elle est cavalière, elle va y trouver son plaisir aussi parce qu'elle va pouvoir sortir son cheval, faire aussi, y trouver son compte. Donc je pense que c'est lié. Et puis par l'équitation, après, elle peut se découvrir une vraie appétence pour l'action de chasse en elle-même, alors qu'en fait, elle ne connaissait pas ou qu'elle venait pour toute autre chose, quoi. Pour le cheval ou pour être avec son mari ou voilà. Et donc je pense que ça peut être une des raisons qui montrent qu'il y a beaucoup plus de femmes à la chasse à courre qu'à la chasse à tir. D'accord. Selon moi. Ouais. Et est-ce qu'on peut chasser à courre si on n'a pas de meute, si on n'a pas de chevaux? Alors oui, parce que on peut tout à fait chasser à courre. La chasse à courre est ouverte à tout le monde. Et bien sûr, n'importe qui peut suivre une chasse. Alors là, suivre une chasse ou juste ou être membre actif d'un. Voilà, donc pour suivre une chasse, on n'a pas besoin d'avoir un cheval ni besoin d'avoir des chiens, puisque les chiens de toute façon appartiennent à l'équipage ou généralement au maître d'équipage. Et c'est une meute c'est toujours la même meute qui va être à la chasse ce jour-là ou les jours de chasse. En tout cas, personne n'en vient pas comme à la chasse à tir, moi avec 3 chiens ou toi avec 2 chiens, ce qui peut se faire d'ailleurs en battu ou ailleurs. À la vénerie, c'est vraiment un lot de chiens qui est découplé sur un animal. Donc nous, en l'occurrence, au cerf. Et les gens donc viennent tous sans chien, à part les maîtres d'équipage, donc qui ont leur meute. Personne ne vient avec son chien. D'accord. Donc c'est des chiens courants, des anglo-français, pour chez nous en tout cas. Et après, pas besoin de cheval non plus, pas besoin de savoir d'être cavalier ou de savoir monter à cheval. On peut suivre en voiture, on peut suivre à vélo, on peut suivre en trottinette, on peut suivre à pied pour certaines véneries, donc comme la vénerie du lapin ou du lièvre ou même du renard. Au cerf, c'est plus compliqué parce qu'on part et on part loin et vite. Donc c'est plus compliqué à pied, mais c'est ouvert à tout moyen de locomotion, excepté les motos. Voilà, il faut pas que ce soit non plus trop bruyant parce qu'on est quand même dans un environnement naturel, de calme. On n'est pas là pour se retrouver avec des pots d'échappement de tous les côtés. C'est pas le but en fait. Et puis ça perturberait les chiens, les chevaux. Donc voilà, mais c'est ouvert à tous et c'est vraiment une activité. À partir du moment où on appelle et qu'on demande l'autorisation de venir suivre une chasse, bien sûr, on va pas arriver un matin à 15 sans avoir prévenu. Voilà, il y a quand même des codes à respecter. Mais à partir du moment où où on en a fait la demande et il y a personne qui refusera à quelqu'un de venir suivre une chasse
Et on mettra à disposition les moyens pour le faire si la personne n'a pas de 4x4 ou si. D'accord. Et comment on fait alors, par exemple, si voilà, je veux découvrir la chasse à courre, est-ce que c'est indiqué, par exemple, que sur tel lieu il va y avoir une chasse à courre? Est-ce qu'il faut connaître Non, alors de l'équipage? c'est pas officiellement sur la toile, ni sur Internet, ni nulle part. C'est vrai qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît, voilà, parce que. Mais après, en fait, après, on a facilement les contacts. Quelqu'un qui arrive dans le sud-ouest et qui dit, bah tiens, j'ai envie de tuer une chasse au cerf. S'il a envie, la semaine d'après, il est à une chasse au cerf. Il n'y a pas de souci. Oui, par le bouche à Il oreille, saura très bien à qui, on trouve assez voilà, facilement. à qui demander et comment trouver un lieu de rendez-vous, enfin l'heure et quel équipage il a envie de suivre. Il y a pas de souci. Quand on veut, il y a aucun problème pour trouver. Alors, tu as parlé effectivement de chasse à courre au petit gibier. Mmh. Est-ce que tu as déjà testé la chasse à courre, effectivement, au lièvre, au renard, comme tu disais, ou... Alors nous, enfants, on a chassé au chevreuil, beaucoup. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est mis à cheval aussi, parce qu'au début, on a suivi beaucoup de chasse au chevreuil. Et puis au lièvre avec mon oncle et mon cousin qui avaient un équipage de lièvres en Picardie, donc on a suivi à pied. Voilà, donc oui, j'ai eu l'occasion de suivre d'ailleurs tous les. Alors je crois il y a juste renard où j'ai pas fait, mais j'ai fait et lapin. J'ai fait lièvre, chevreuil, sanglier. Et comment ça se passe? Enfin, quelles sont les différences par rapport à la chasse à courre au cerf, par exemple, ou au chevreuil? Alors c'est pas tout à, c'est pas le même animal, donc c'est pas le même sentiment. C'est pas les chiens en fait. C'est pas la même meute en fait. Une meute qui est créancée, quand on appelle créancée, c'est qui sait qu'elle doit chasser le cerf, va pas demain aller chasser le chevreuil ou le sanglier. C'est euh, c'est pas la même. C'est pas la même meute, donc parfois c'est pas même tout à fait les mêmes races de chiens en fonction de l'animal chassé. Au lièvre, par exemple, ils chassent souvent avec des foxhounds, qui sont des petits chiens anglais. Enfin, il y en a des français d'ailleurs. Pas des foxhounds, des beagles, pardon. Des beagles qui sont des petits chiens qui sont faits, qui sont plus aptes à chasser le lièvre, petits, rapides. Voilà. Mais la vraie différence, elle va être, je sais pas. Après, je pense que sur la chasse à courre, ça se déroule de la même façon, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle l'attaque, ensuite le déroulé de la chasse, et les chiens suivent l'animal, et puis ça se termine comme dans toutes les chasses, soit pas sur une issue heureuse pour nous, parfois malheureuse pour l'animal, ou souvent le contraire. Le déroulé est le même. Après, c'est pas le même animal qu'on voit. Donc, si on est au chevreuil, on voit des chevreuils. Si on est au cerf, on voit des cerfs, etc., etc. Donc, c'est pas tout à fait la même chasse. En termes aussi de, de ruse, tous les animaux font pas les mêmes ruses. Le chevreuil ne va pas ruser tout à fait pareil qu'un cerf. La voix, puis le sentiment du chevreuil est plus fin que celui du cerf. En termes aussi euh, de parcours. Le parcours que peut réaliser un cerf par rapport au parcours que peut réaliser un chevreuil, on va parcourir. Alors tout dépend des cerfs. Il y a des cerfs qui vont faire des petites chasses, mais au chevreuil, on va rester sur un territoire plus. En fait, au cerf, on peut partir plus loin, plus longtemps. C'est un animal plus grand, plus costaud, qui est plus résistant aussi sur la durée. Au chevreuil, ça peut arriver qu'on fasse des chasses de 4 heures, 4 heures, 4 heures et demie, mais c'est plus rare. Alors qu'au chevreuil, au cerf, c'est la moyenne, on va dire, une chasse au cerf, c'est entre 2 heures et 8 heures, à peu près. Ah oui. Ouais. Ça peut être long. C'est aussi pour ça, moi, que j'aime la vénerie du cerf, parce que ce que je recherche aussi, c'est le dépassement, en fait, le dépassement de soi. C'est-à-dire que le matin, on monte à cheval, on ne sait pas à quelle heure on va descendre, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas combien de kilomètres on va faire. Humainement, physiquement, ça peut être. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est ce que je recherche aussi, le dépassement de soi. Et comme les marins peuvent partir aussi
à l'aventure, ça peut un peu se comparer aussi à ça. Mais on sait Ils quand vont on braver un peu commence, les éléments, quoi. on sait pas quand on termine. Voilà, on ne sait pas quand on termine. Au chevreuil non plus, hein, mais on sait que ce sera raisonnablement. Déjà, ils partent plus tard, du coup, parce qu'ils commencent la chasse plutôt en début d'après-midi, donc sur les coups de 13h. Nous, on commence plus tôt, justement, pour se donner plus de chances de réussir, parce que parfois, ça peut être très long et c'est pas rare qu'on termine à la nuit, qu'on soit encore à cheval au mois de janvier à 17h ou 18h et qu'on descende de cheval à la nuit, en fait. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime, en fait, ouais, voilà, dans la vénerie du cerf, que j'ai du mal à retrouver dans d'autres véneries, c'est voilà, c'est ça, c'est ce côté vraiment aventure, quoi. Et qu'on vivait, que j'ai surtout connu, qu'aujourd'hui, je vais dire, on vit moins qu'il y a 15 ans, quand on chassait dans les Landes. C'était vraiment, en fait, c'est parce que je l'ai appris comme ça, la vénerie. La vénerie, c'est comme ça que je l'ai connue, c'est comme ça que je l'ai appris par le côté on monte à cheval et on verra bien ce qui va se passer, quoi. Et peut-être qu'on finira sur le bord d'une route tout seul parce que notre cheval est fatigué, qu'on devra descendre et qu'on attendra 3 heures que quelqu'un vienne nous chercher. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer et c'est ça qui est grisant, en fait. C'est que c'est imprévisible, en fait. Voilà. C'est un peu ça. Ouais. Et ça l'est. En fait, c'est pour ça aussi que je disais que oui, on a des souvenirs d'enfance dans les Landes. On était très peu nombreux, on faisait des chasses très longues, on avait une mécanique qui roulait pas, on prenait pas beaucoup de cerfs par an, mais on faisait des chasses extraordinaires avec des parcours extraordinaires sur des territoires extraordinaires. Et, et voilà, et c'était l'aventure. C'était l'aventure. Aujourd'hui, on est plus organisé. Aujourd'hui, c'est plus cadré. Il y a un peu moins ce côté, ouais, il y a un peu moins ce folklore. Mais, euh, mais dans la vénerie du cerf, en général, oui, il y a quand même ce dépassement de soi, rien que physiquement déjà. Oui, parce que du coup, ça peut être 8 heures Ça peut être long. non-stop. Et pour les chevaux, et pour nous, et pour les chiens. Et vous êtes combien, du coup, en termes d'équipage en moyenne? Combien de personnes à chasser dans notre équipage, nous, on va dire qu'on a une quarantaine Ah oui, quand même. de cotisants, mais tout le monde n'est pas là tout le temps, hein. On est à cheval, on est entre 10 et 15, un peu plus. Et en voiture, 3-4 voitures. D'accord. Donc oui, voilà, en moyenne, c'est à peu près ça. D'accord. Oui, ça fait quand même un bon groupe. Ça fait quand même un bon Ouais. groupe. Oui, on est quand même nombreux. Ouais. Et les chiens, du coup, une meute de chiens, ça peut être combien de chiens environ? On est, nous, généralement, on sort 45 chiens par chasse. Ça doit être impressionnant à voir. C'est vrai que Ouais. j'en ai jamais vu, voilà, en vrai. Et du coup, je pense qu'effectivement, 40 chiens avec les chevaux derrière, ça doit être hyper impressionnant à voir. Et d'autant plus à vivre, j'imagine qu'effectivement, ça peut être hyper. Les chiens, ils dégagent une énergie aussi. Quand il y a 45 chiens ou 40 chiens qui nous passent à côté, ça peut être impressionnant parce que ça dégage une énergie qui est assez qu'on ressent, en fait. On ressent cette vie, en fait, qu'ils ont, qui dégagent, et ouais, ils sont gais, alors tout en étant quand même très aux ordres, hein, parce qu'on peut pas, quand on sort 40 chiens de la remorque, les 40 chiens, ils peuvent pas aller faire tous ce qu'ils ont envie de faire, donc ils font un peu d'ordre et de discipline, donc mais ils sont habitués à ça, et c'est pour eux aussi, c'est naturel. Ils chassent en meute, ils ont l'habitude de vivre en meute, enfin ils vivent déjà toute l'année en meute, donc ils chassent en meute et après ils évoluent en meute. Ils ont besoin les uns des autres. C'est pas des chiens, c'est pas comme un chien d'arrêt qui vit sa vie. Voilà, et donc oui, ça peut être assez impressionnant de les voir tous ensemble là, plus les 20 chevaux qui les entourent, et tout ça, ça crée une dynamique assez. Une première fois, je pense que si j'essayais de me mettre à la place de quelqu'un, d'un novice qui assiste pour une première fois à une chasse à courre, je pense que oui, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, j'imagine, effectivement. Et il y a beaucoup d'équipages de vénerie en Nouvelle-Aquitaine? C'est vrai qu'on imagine souvent. Alors oui, il y en a beaucoup. Ça comme étant plutôt une activité du nord de la France. Ah non, en Nouvelle-Aquitaine, on est. Oui, alors je ne sais pas combien on est. Franchement, je ne pourrais pas le dire. Au Cerf, en Gironde-Land, on est 3. Mais après, il y a tous les autres. Donc oui,
c'est quand même assez répandu, ouais, dans le sud-ouest. D'accord. C'est vrai que c'est pas le mode de chasse le plus. Je pense que dans l'imaginaire des gens, en tout cas, c'est une chasse qui est plus pratiquée effectivement Ouais, dans le nord. dans le Nord. Et c'est vrai que moi, quand j'en discute autour de moi dans mon entourage, souvent c'est ah bon, il y a la chasse à courre. Historiquement, oui, c'est vrai. Bah, historiquement, oui, c'est plus les forêts du nord qui étaient chassées à courre. Mais en fait, on s'aperçoit, enfin, on s'est vite aperçu qu'on pouvait chasser dans les Landes. Et aujourd'hui, beaucoup d'équipages du Nord viennent chasser dans les Landes parce que c'est un territoire très ouvert où il y a un espace qu'on retrouve plus nulle part en France, en fait. Il n'y a plus qu'ici qu'on peut chasser, il n'y a plus que dans les Landes qu'on peut chasser sans parfois croiser une route pendant 1 heure ou pas croiser une maison, pas croiser. Il y a plus que dans les Landes qu'on peut faire ça, qu'on peut vivre ça en tout cas. Et pourvu que ça dure. Oui, c'est ça, il faut le préserver. Ah oui, c'est sûr. Après, donc, j'ai une autre question. Toi, tu viens principalement quand même donc, d'une famille de chasseurs, donc peut-être que ma question va pas être très pertinente, mais c'est une question que j'aime bien poser parce que je trouve que c'est intéressant et ça reflète aussi bien la société en fait et la vision de la chasse par la société. C'était voilà quand tu en parles donc à ton entourage, donc toi ça va être plutôt je sais pas à tes collègues ou à des personnes qui sont moins proches de toi, de cette activité, quelles sont leurs premières réactions? Alors oui, du coup, tu l'as bien dit, c'est vrai que j'évolue dans un monde quand même assez rural, donc j'ai pas de grosses surprises de la, de la part de mes interlocuteurs quand je leur dis que je chasse. Mais moi, enfant, en tout cas, je me souviens que je disais pas que je chassais à courre. Parce Je ne que le disais pas t'es... parce que euh, je sais pas, c'était quelque chose. J'avais un peu peur du regard des autres, je pense. On vivait ça un peu dans notre coin, un peu comme des ermites. Et puis ça a changé déjà depuis plusieurs années là, ça a vraiment changé. Déjà la société de vénerie fait un travail, un énorme travail là-dessus sur la com, pour expliquer aux gens ce que c'est, sur notamment, enfin voilà, ce qu'est la vénerie en France, ce que ça représente, les gens, qui sont les gens qui chassent, etc. Mais mais aujourd'hui, je sais pas si ça m'est arrivé de parler de ça à quelqu'un. Je pense qu'en fait, je fais assez attention quand même. Je parle pas, je vais pas comme ça. Je suis pas provocatrice, donc j'ai tendance à pas lancer le sujet s'il y a pas besoin de le lancer ou s'il a pas besoin de la chasse n'a pas besoin d'être défendue ou c'est pas quelque chose que quand je suis dans un milieu qui n'est pas chasse, c'est pas la première chose que je dis en fait. Je, si le sujet vient sur le tapis, j'en parle, mais c'est pas un sujet que moi je vais lancer forcément, à part si le besoin s'en fait ressentir. Mais donc j'ai rarement eu ressenti de l'animosité de la part de mes interlocuteurs. Plutôt de la curiosité ou ah tiens, vous faites ça où, comment et comment ça se passe, voilà, plutôt de la curiosité, mais rarement ou des idées toutes faites, mais qui en fait une fois qu'ils les ont verbalisées, en fait on en parle assez facilement et on démontre assez facilement que et même eux le disent ah mais oui mais c'est ce qu'on a vu et en fait est-ce que c'est vrai ça ce qu'on a vu à la télé et en fait on en parle et ils disent ah bah oui oui en fait quand vous en parlez c'est beaucoup plus clair et on comprend mieux ce que vous faites et comment ça se passe en fait. Et nous on invite les gens à venir suivre une chasse parce que de toute façon moi depuis que je chasse j'ai tous les gens que j'ai vus ou qu'on a accueillis dans l'équipage, je connais personne qui soit alors certaines personnes qui soient arrivées en disant un peu avec des préjugés et des a priori, mais en tout cas, je ne connais personne qui soit reparti en disant ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai pas aimé. Personne. Mais enfin, franchement, c'est très rare parce qu'enfin, moi je l'ai vu, je le vois qu'à la chasse à courre, hein, mais je sais pas comment ça se passe s'il y a quelqu'un qui vient à une chasse à tir. Mais en tout cas, à la chasse à courre, il a forcément été émerveillé en fait par quelque chose. Il y a quelque chose qui l'aura interpellé. Cette personne, elle est venue en se disant oui, mais moi, à ce moment-là, je sais pas, la mise à mort ou la curée. Ah non, mais moi, je
je voudrais pas y participer, etc. Et ben en fait, à la fin de la journée, on se dit ah bah t'es toujours là en fait, t'es venu, ah bah oui, je suis venue maintenant et tout. Après avoir passé la journée, en fait, après avoir passé la journée avec nous, pour eux, c'est l'aboutissement de la journée d'aller à la curée et de venir dîner avec nous et voilà, les gens ils repartent toujours ravis avec. Ils ont toujours vu quelque chose qui leur a plu, toujours. Ils ont passé une bonne journée en plein, ils ont pris l'air, ils se sont vidés la tête, ils ont vu les chevaux, ils ont caressé des chiens, ils ont vu que les chiens, ils étaient gentils comme tout, qu'ils pouvaient prendre un bain de chien et qu'il y avait aucun problème et que leurs enfants de 2 ans ou 3 ans, ils allaient se faire lécher par les chiens et qu'ils pouvaient les lâcher dans la meute et que il se passerait rien, que voilà, en fait, mais ils sont surpris en fait. C'est ça, je pense qu'effectivement, il y a tellement d'idées reçues, de préjugés. En fait, c'est facile de pas connaître et quand on connaît pas souvent, on a des idées reçues, on comprend pas forcément, donc on s'imagine des choses. Et du coup, y aller, constater de ses propres yeux de comment ça se passe, ça permet de plus facilement, en tout cas, d'évoluer dans son opinion, dans ses Tout à fait, croyances. de se faire une idée, mais c'est comme tout en fait. Aujourd'hui, on est dans une. En fait, moi, ce qui m'effraie aujourd'hui dans la société, c'est que en fait, tout le monde a son avis sur tout, et c'est très bien d'avoir son avis sur tout, mais en fait, il manque l'ouverture d'esprit. C'est que, en fait, on a perdu en tolérance, mais c'est impressionnant. C'est ça qui est le plus effarant, quoi. C'est que les gens, ils n'acceptent plus que, en fait, si pour eux, ça rentre pas dans la bien-pensance générale, ça ne doit pas exister en fait. Alors que les minorités ont toujours existé et justement, c'est ce qui fait la diversité de l'être humain et de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Et il faut de la diversité. Il faut qu'il y ait de la diversité. Enfin, je trouve ça aberrant aujourd'hui mais même nous, parfois, on a tendance à juger rapidement quelque chose. Puis je me dis, mais attends, mais en fait, attention, parce que, enfin, pour moi, c'est là qu'on doit être vigilant. On doit être tolérant, nous, pour attendre de la tolérance de la part des autres, en fait. Aujourd'hui, on s'oppose aux végans, on peut s'opposer à des extrêmes comme ça, et en fait, on se dit, bah, en fait, qu'est-ce que ça change pour nous? Laissons-les vivre, laissons-les vivre. Ils font de mal à personne, mais voilà, moi, j'adhère pas, je le ferai pas, mais c'est pas pour autant que je peux pas le comprendre. À la limite, c'est leur vie, s'ils ont envie de faire ça, ils le font, et puis voilà, quoi. Et en fait, il faut avoir un certain recul par rapport à ça en se disant, essayer de comprendre que les gens puissent ne pas aimer, mais par contre, que toujours rester dans la bienveillance et quand même dans la tolérance, quoi. Chacun, aujourd'hui, c'est pas interdit. La chasse n'est pas interdite, elle n'est pas encore interdite, donc y a pas de, on n'est pas dans l'illégalité. Voilà, ce qu'on fait, on est dans notre droit, on le fait, et tant qu'on le fait correctement, ça doit bien se passer, quoi. Ouais. Tant que la chasse est montrée de façon intelligente et tant qu'en fait elle garde un sens, en fait tant qu'elle a du sens, elle durera. Mais voilà, faut garder ce point d'attention. À mon avis, il faut continuer à la défendre intelligemment, à la montrer de façon intelligente surtout, parce qu'aujourd'hui on a compris que ça sert à rien de se cacher et que vivons cachés, vivons heureux, bah en fait ça a duré un certain temps quand même. Mais c'est plus possible. On chasse dans des territoires, enfin surtout dans le nord de la France, enfin dans des régions même de France, pas forcément le nord parce qu'on caricature, mais parce qu'il y a la proximité de Paris, etc. Mais il y a des régions de France où les équipages sont à nu en fait. Ils sont tout ce qu'ils font. Ils sont dans des milieux qui sont presque plus ruraux en fait. Ils ont la ville, l'urbanisme qui mange peu à peu les territoires de chasse, et ça devient hyper compliqué. Donc, c'est pour ça que l'image, on est de plus en plus, oui, on croit. Enfin, c'est vrai qu'on est,
de plus en plus vu en fait par les gens. Et si l'image qui est véhiculée est bonne, ça se passera bien. Mais il faut qu'on continue à véhiculer une image qui corresponde à ce qu'on fait et non pas déformée par des vidéos qui peuvent circuler et qui montrent que 5 minutes d'un acte de chasse qui n'a rien à voir avec ce que va finalement montrer la vidéo en fait. Et c'est vrai que c'est le risque c'est que l'information aujourd'hui circule extrêmement vite. Enfin, sur les réseaux sociaux, tout circule et il n'y a pas de filtre. Donc on peut voir du très bon comme du très mauvais. Et les gens, souvent, quand ils voient la vidéo, ils se font effectivement une idée sur ces 5 secondes sans chercher à comprendre le contexte et tout ce qu'il y a eu au-delà de ces 5 secondes de vidéo. C'est pour ça que alors nous, on est très vigilants avec le numérique, en fait, enfin, nous, en tout cas, à notre échelle, dans notre équipage, on attache une très grande importance au fait que les téléphones ne doivent pas être sortis à n'importe quel moment en fait de la chasse. Il y a des choses qu'on peut montrer, d'autres qui sorties de leur contexte peuvent être extrêmement mal comprises et mal vues. Donc encore une fois, déjà le téléphone n'a pas d'utilité en tout cas à la chasse à courre, on n'en a pas besoin. Déjà il est interdit. On chasse sans téléphone. Voilà, donc nous on s'applique à ne pas l'utiliser et donc on n'a pas de raison de le sortir, donc on n'a pas de raison en fait d'avoir peur de ces images-là. À partir du moment où notre discours est cohérent en début de chasse, on dit voilà, le téléphone, on veut pas de vidéo, on veut pas. Alors vous avez le droit de prendre des photos des chiens, des chevaux, du cerf, il n'y a pas de souci. Mais par exemple sur l'issue de la chasse, pas de vidéo, pas de film, rien sur les réseaux. Et puis même nous, en fait, il y a aussi une certaine pudeur. On n'a pas forcément envie, nous en tout cas, enfin moi personnellement, et puis ma famille un peu plus élargie, on n'a pas forcément envie d'avoir notre tête sur les réseaux tous les 4 matins. Mais ça, c'est un choix personnel, hein. Il y a des gens que ça ne dérange pas du tout. Nous, on a fait ce choix-là. Les photographes qui nous suivent savent qu'ils doivent demander l'autorisation pour soit participer à un concours organisé par la Société de Vénerie avec un concours photo auquel ils ont envie de participer, soit mettre des photos sur les réseaux sociaux, sur le site de la Société de Vénerie, voilà, nous, on souhaite pas être reconnus, en tout cas sur les photos. Si c'est suggéré, il y a pas de problème. Si c'est des chiens, des chevaux, il y a pas de problème, mais on souhaite pas être en évidence sur Internet. Mais c'est un choix qu'on a fait nous, complètement personnel. Voilà, ça n'engage que nous. Ouais, qui se comprend. Voilà. Qui se comprend, ouais. Après, on a des très bons photographes et on profite de leurs belles photos dans des livres on fait des livres chaque année, des livres avec les comptes rendus de chasse et les photos du coup de la saison. Et voilà, du coup, c'est l'occasion de sortir les photos. Les souvenirs de la voilà, saison. C'est ça. Et alors, je repense à notre échange sur le fait d'en parler autour de soi à son entourage. Est-ce que tu sais si tes enfants en parlent librement ou s'ils ont tendance C'est difficile. aussi ouais. C'est difficile, ouais. Les garçons, là, ils sont au collège en plus maintenant. Donc oui, en primaire, ils en parlaient assez facilement. Ils étaient dans l'école du village. Voilà, ils avaient 2-3 copains, pêcheurs, chasseurs, etc. Arrivés au collège, après on sait tout ce que c'est quand même. On aime bien rentrer dans le moule. Donc pas faire trop de vagues, pas trop attirer l'attention. Et voilà, je pense que c'est plus difficile. Non, je sais qu'ils en parlent pas trop. Ils en parlent pas trop en général. D'accord. Mais ils en parlent pas trop, mais parce qu'en fait, peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils vont être. Après, je peux pas parler à leur place. Hein, c'est vrai que je leur ai jamais demandé trop, mais je sais qu'ils l'affichent pas. Alors sur les deux, s'il y en a un qui va en parler plus facilement, mais il a vite. En fait, il a été rabroué 2-3 fois et du coup il a dit bon c'est bon, maintenant j'en ai marre, je vais pas passer ma vie à défendre ce que je fais, c'est pas grave, ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent, et puis voilà. Mais voilà, les gens savent qu'ils chassent, mais
Mais bon, ils le créent pas sur tous les toits, Ouais. je pense. D'accord. C'est vrai que je comprends, c'est vrai que les enfants sont parfois très, très durs entre eux. Ouais, exactement. Donc Disons que après, je les comprends, hein. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, hein, je trouve qu'on a déjà assez de choses qui nous tombent dessus à l'adolescence pour pas, en plus, en en rajouter. rajouter, C'est bon, ils vivent ça le week-end, ils sont très contents. Et, oui, ça peut être aussi, voilà, c'est leur vie personnelle quelque ouais, c'est part, donc ça. Mm. si on sort un peu de la chasse à courre en tant que telle, est-ce que la chasse, de façon globale, est-ce que la chasse est une activité d'homme? Alors, à la base, oui, c'est une activité d'homme. Ça remonte à des milliers d'années. Mais oui, les hommes, c'était les hommes qui allaient à la chasse. Mais aujourd'hui, non, c'est pas une activité d'homme. Je pense pas. En tout cas, si on parle de la chasse en général, non, enfin, c'est pas écrit que c'est une activité d'homme. Je pense que n'importe quelle femme a sa place à la chasse. Et moi, je trouve qu'on en voit, et ça me fait plaisir d'en voir quand on croise une battue au bord d'un chemin. Et ben, je trouve que si, il y a des femmes qui sont au poste et ou qui accompagnent leur mari d'ailleurs. Et je trouve que ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes. Après, effectivement, il y en a moins qu'il n'y a d'hommes, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'il y ait une croyance que la chasse est réservée aux hommes. Enfin, moi, j'y crois pas en tout cas. Mais pour moi, non. Je pense qu'elles ont tout à fait leur place et que si elles veulent prendre une place, elles peuvent tout à fait prendre une place. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une femme, ou des femmes effectivement parmi, par exemple, un équipage ou parmi, une équipe, voilà, de battues, ça apporte quelque chose de plus, de différent? Est-ce qu'effectivement, je sais pas, est-ce qu'elles ont une vision différente où elles vont apporter quelque chose de plus? Alors, je sais pas, en battu, je pourrais pas dire parce que je connais pas du tout. Mais dans la vénerie, oui. Oui, oui, elles apportent beaucoup, je pense. Mais, mais en fait, c'est pas lié à la femme en soi. Je pense que c'est la diversité qui fait que c'est agréable en fait, parce que c'est pas que ce soit une femme ou un homme. C'est comme s'il y avait que des femmes et qu'il manquait des hommes en fait. C'est complémentaire. C'est-à-dire que moi, je trouverais étrange d'aller à une journée où en fait d'aller à la chasse où il y a à une journée où il y a pas de femmes et en fait il faut qu'il y en ait parce que d'ailleurs c'est comme ça qu'elles viendront aussi parce que si c'est les femmes elles aiment les hommes aussi ils aiment se retrouver entre eux mais les femmes elles aiment aussi du coup si s'il y a des femmes enfin en fait le monde attire le monde donc une femme deux femmes ah bah tiens elle y va ah bah elle aussi elle y va ah bah tiens bah moi je vais y aller aussi ça a l'air sympa et puis en fait elle elle se crée mais je pense que c'est je pense que c'est pas la femme qui va apporter. Alors, dans son caractère, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter la femme, je pense. Mais en fait, ça dépend du caractère des gens. C'est hyper varié. Je vais pas dire la sensibilité parce que je pense que je dirais une bêtise parce il y a des hommes qui peuvent être très sensibles sur certaines choses aussi. Donc, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit lié intrinsèquement à la femme qui fasse que qu'elles apportent quelque chose. Je pense que c'est plus la mixité qui apporte une ambiance générale Plus plus enrichissant, plaisante, ouais. ouais, plus agréable. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Oui, c'est vrai que Plus enrichissante, ouais, ouais, c'est ça. c'est vrai que finalement, c'est pas tant lié au genre, mais plus à la Ouais. personne en tant que Bah telle oui, c'est et ça. à ses différences. Mmh. Est-ce que tu as un souvenir de chasse, particulier, qui t'est resté? Hem, Alors des souvenirs de chasse, j'en ai plein. Mais qui fait, la personne que je suis devenue aujourd'hui à la chasse, j'en ai un, oui. Parce que alors je suis à cheval depuis, je pense que vraiment à cheval à la chasse depuis que j'ai 10 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Donc je montais tous les samedis, donc de 12 ans à 16 ans. On va dire que je me baladais en fait de 12 ans à 16 ans. Et puis à 16 ans, ouais, j'ai un souvenir de chasse qui m'a marqué. Alors je sais plus si j'avais 15 ou 16 ans, mais c'était dans ces eaux-là. Et en fait, on chassait à cette époque-là dans le Marensin, donc sur la commune de, je crois que ce jour-là, on était sur la commune de Saint-Michel-d'Escalus, ou alors en tout cas à ce moment-là, c'était sur Saint-Michel-d'Escalus, qui est une commune proche de Léon, dans le Marensin. C'est des territoires magnifiques.
Et puis on avait à cette période-là, on avait un de nos boutons piquants qu'on appelle piquant parce que c'était quelqu'un qui chassait aux chiens, donc qui était très acteur et qui m'a dit bon allez tu me suis aujourd'hui parce que c'était exceptionnel, je crois que je faisais pas le relais de papa parce que en fait nous à Cour-au-Cerf on faisait des relais montés, donc en fait mon père partait avec un cheval, moi je partais avec son deuxième cheval, puis quand son cheval à lui était fatigué, je prenais son premier cheval et lui il prenait mon cheval que j'avais avec qui j'avais suivi tranquillement. Et je crois que ce jour-là justement j'avais pas de relais et donc j'avais suivi avec mon cheval, il m'a dit bah, comme t'as qu'un cheval et que c'est le tien tu me suis. Et puis j'avais dit bon bah ok, je vais pas suivre sur les chemins, je vais bon. Et puis en fait ce jour-là j'ai eu un déclic, on s'est retrouvés à je sais pas à 6 heures du soir dans la nuit, plus que tous les deux derrière les chiens. Et on avait un cerf qui avait de l'avance, hein, qu'on n'allait pas prendre de toute façon. Mais en fait, ce jour-là, on était au galop. Je me souviens, là-bas dans le Marin-Sainte, les parcelles sont hyper propres. En fait, il y a une bruyère au sol. Et quand on galope là-dedans, je me souviens de cette image, cette sensation que j'avais eue de galoper à la nuit tombante sous ces grands pins avec tous les deux là. Et là, en fait, je me suis dit, et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ça y est, je sais. C'est ça que j'aime en fait. Là, les chiens, je les sens. Le cerf, je le sens. Il est pas loin. Et j'ai envie autant que les chiens, je pense, de prendre ce cerf ce jour-là. Et ouais, ça a été un peu un tournant dans ma vie de chasse, ouais, je pense. Vraiment, ça m'a marqué. C'est ce qui t'a donné envie d'y rester et de poursuivre. Et de m'investir et de m'engager beaucoup plus par la suite dans l'action en fait. Parce que à la chasse, il y a tout le monde peut avoir une place, mais il y a il y en a qui aiment suivre tranquillement, il y en a qui aiment voilà, qui aiment être un peu plus actifs, il y en a qui aiment suivre voir le cerf, donc du coup se placer devant, aller faire plutôt prendre les les côtés pour aller vite à la piste d'après. Et puis il y a ceux qui sont plus proches des chiens. Donc là, on peut pas être très nombreux. Hein. Généralement, c'est 2 max 3 personnes ou qui peuvent se relayer aussi. Et voilà. Et c'est là que je me suis sentie bien, ouais, dans l'action même et non pas juste spectatrice de la chasse ou à sonner une vue devant ouais, j'ai ressenti le truc plus profondément, ouais. Et puis ça doit être fou d'être. Déjà, c'est de nuit, donc c'est déjà une ambiance très particulière. Oui, bon, alors après, ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai eu l'impression que ça avait duré très longtemps. À 15 ans, je me souviens que c'était quelque chose pour moi. Mais oui, de nuit. Ça doit être assez incroyable. Ouais, bah, en fait, on entend les chiens dans les pins, là, ça résonnait. Puis il y a cette humidité qui monte, ce froid aussi qui monte. Et il y avait une ambiance vraiment particulière, ouais. Mais après, on chasse. C'est rare qu'on finisse. Enfin, c'est rare. Non, on finit souvent la nuit, mais on chasse plus quand il fait nuit. Généralement, on chasse plus. De toute façon, on peut plus rien faire une fois qu'il fait nuit. Oui, parce que c'est la question que j'allais poser qui est très naïve, c'est mais comment vous faites pour y voir quelque chose? Ah ben il y a un moment il fait nuit, on se dit ah ben ça y est il fait nuit. Ah ben bon ben on va s'arrêter là et puis on va le laisser courir. Tu sais à peu près combien de fois sur je sais pas, enfin en termes de pourcentage, j'arrive pas à clarifier ma pensée, mais en termes de pourcentage, combien de fois vous arrivez à avoir le cerf ou pas? À prendre. Alors ouais, en termes de vénerie, on dit on prend un animal. Prendre un animal. Alors nous c'est 50-50. Et encore quand c'est bien. Non mais les saisons se suivent et ne se ressemblent pas en fait. C'est très variable. C'est très variable et ça dépend de plein de choses. Cette année par exemple, on fait une saison moyenne. On a eu du mal à mettre les chiens en route. Mais en fait, les prises vont entraîner les prises. C'est-à-dire que des chiens qui prennent 2 fois, 3 fois de suite un cerf, ils vont être ce qu'on appelle encurés, c'est-à-dire qu'ils vont être plus, ils ont plus, comment on dit, ils ont plus la niaque, on va dire. Bon après tout ça, c'est des termes qui sont pas très, voilà, mais on parle un peu comme ça dans notre jargon. Mais voilà, ils vont être plus mordants en fait, plus mordants et voilà. Mais il faut arriver à les mettre dans cette dynamique. Et généralement, c'est le début de saison, donc nous on commence à chasser au 15 septembre. C'est le début de saison qui va être décisif en fait. Si on rate notre début de saison, bah c'est après toute la saison on va un peu ramer pour attraper le retard. Et oui, les saisons se suivent, elles se ressemblent pas. On a fait des très bonnes saisons où on
On fait à peu près 70 sorties par an, nous. Et on prend même pas 50. On prend pas une chasse sur deux, donc on prend une trentaine de cerfs sur les bonnes saisons, donc sur les très bonnes saisons même. D'accord. Donc une fois sur 3, on rentre avec un cerf, quoi. Une fois sur 4, c'est pas une science exacte, mais il peut y avoir des très mauvaises saisons. On s'est vu certaines saisons prendre à peine 10 cerfs. Voilà. Donc oui, il faut vraiment aimer ça, parce que le résultat, on n'y va pas pour. Voilà, on sait qu'on n'y va pas que pour le résultat, Ouais. quoi. Ouais. Alors le résultat, c'est sûr, c'est l'aboutissement de tout le travail, et c'est la récompense pour les chiens et pour nous aussi, parce que c'est vrai que on est toujours plus content quand on a pris un cerf. Mais en fait, pendant la chasse, tout ce qu'on vit pendant la chasse, c'est pris, en fait. On l'a vécu, et en fait, quel que soit le résultat, on a quand même pris ce plaisir à chasser cet animal, même si derrière, il n'y aura pas de prise, en fait. Euh, et c'est ça qui est chouette dans la chasse à courre, c'est qu'en fait, toute la journée, on chasse. Donc, toute la journée, on prend du plaisir, on fait des choses voilà, on agit, on est content. Tiens, les chiens, à ce moment-là, ils ont bien chassé. Hop, ils ont bien relevé leur cerf dans l'eau, là. Puis la double, là, c'était chouette. Et puis, tiens, heureusement qu'on a eu cette vue. Alors, quand je dis la vue, c'est que quelqu'un a vu l'animal. Ah ben, heureusement qu'on a été aidé à ce moment-là par cette vue, et qu'un tel est allé se placer. Et puis, mais en fait, toute la journée, on vit des choses chouettes. Alors, c'est sûr qu'à la fin, quand on prend pas, on se dit, ah bah mince, c'est dommage, on a passé quand même. Voilà, mais c'est comme ça, en fait. On n'y va pas que pour. Heureusement, parce que sinon, Oui, le on se plaisir décourageait vite. le plaisir de la chasse est Ouais. indépendant de Voilà, la de prise la ou prise. pas. Ouais, exactement. Mm, Mm. ok. Non, mais c'est bien, c'est important parce qu'effectivement, si c'était que le résultat qui faisait le plaisir. Ah bah oui, oui. Et puis on n'a pas c'est pas comme à la chasse à tir où ils ont un plan de tir à réaliser. Ils ont une obligation de résultat que nous on n'a pas en vénerie. Nous à la chasse à courre, on y va, on fait chasser nos chiens, on sort nos chevaux, on se retrouve entre amis, mais on n'a pas cette obligation de résultat. Si notre cerf il est pas pris à la chasse à courre, eh ben le bracelet il sera pris à tir, et puis le cerf il sera prélevé par les chasseurs à tir, quoi, s'il y a un quota à faire. Ouais. Mais nous, on n'a pas, voilà, on n'a pas d'obligation de résultat. Donc, t'as jamais testé la chasse à tir? Alors si, moi j'ai mon permis de chasse quand même, donc voilà, j'ai un fusil. Alors la chasse au gros, jamais. Ça m'a jamais attiré. Je n'ai jamais tiré avec une carabine. C'est pas du tout mon truc. Mon mari a beaucoup chassé à tir au gros. Par contre, au petit gibier, ouais. Au petit gibier, je chasse à l'occasion le faisan, le canard, à la passée. Bon, c'est pas. L'arme à feu en général m'attire pas vraiment, en fait. Je suis pas spécialement attirée par une arme à feu. Après, j'aime bien marcher comme ça en famille. Euh, voilà, donc occasionnellement, oui, j'ai participé à des chasses à tir, et je participe encore à des chasses à tir, mais c'est pas. Je suis pas très bonne tireuse déjà. Bon, après, je tire pas non plus quand j'y vais, je tire pas beaucoup. Mais je prends du plaisir, ouais, à voir des animaux se lever devant les chiens, le travail du chien avec les enfants, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, mais on n'y va pas beaucoup. On n'a pas trop l'occasion. C'est quoi, deux pas fois la par an. chasse qui te plaît le plus, quoi, qui te Non, passionne le plus. non. Et après, c'est vrai que chacun a sa chasse de prédilection. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est fou comme les chasses sont tellement diversifiées que finalement tout le monde il trouve son compte. Bah oui, parce qu'après, il y a encore la chasse à l'arc, la chasse. C'est hyper varié, hein. Il y a tout, la chasse à la tonne, la chasse au terrier. C'est très, très diversifié. C'est vrai que tout le monde y trouve son plaisir. Ouais. Du coup, une petite question pour terminer la discussion. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un voilà, qui s'intéresse à la chasse à courre et voilà, et qui hésite à s'y mettre, qu'est-ce que ce serait? Qui hésite à s'y mettre. Alors, déjà, il faut que cette personne, elle vienne pour voir à quoi ça ressemble, et si ça lui plaît. Déjà, c'est la première chose. Un conseil, bah, c'est déjà de choisir son animal, parce que on peut aimer la chasse à courre, mais pas savoir quel animal on préfère chasser.
Et donc pour ça, il faut suivre plusieurs équipages. Donc déjà, voilà, être curieux à ce niveau-là, discuter avec les gens, ne pas hésiter à oser. En fait, il faut oser, il faut venir et puis après, après surtout il faut poser des questions parce que dans le monde de la vénerie, ça peut sembler compliqué parce c'est vrai qu'on a des codes. Mais comme d'ailleurs partout, hein, on a des codes vestimentaires, on a un langage particulier, on a des pratiques, voilà, on a nos fanfares, on a nos instruments, enfin voilà, on a des choses qu'on retrouve pas dans d'autres modes de chasse. Et il faut poser des questions. Il faut poser des questions, il faut observer. Et, euh, et c'est comme ça qu'après on fait partie du groupe parce que voilà, si on montre de l'intérêt pour quelque chose, ça marche. Donc après, un conseil, non, à part celui de venir nous voir et d'essayer de comprendre comment ça marche. D'accord. Nous, on est ouverts à tous. Non, mais c'est un bon conseil de venir voir, de venir tester. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis après aussi, on propose de venir, si la personne est cavalière, on propose surtout de venir à cheval parce que c'est quand même... L'expérience va être d'autant plus forte. Ouais. Et du coup, ça m'a fait penser à une autre question. Est-ce que la tenue est obligatoire? Est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que ça fait partie du coup de l'expérience? Ouais, ça fait partie. En fait, à partir du moment où on est à cheval, bon après oui. Donc en fait, la tenue c'est un gilet. Donc en fait, chaque équipage a ses couleurs, choisit ses couleurs. Donc nous, en l'occurrence, c'est bleu marine avec des parements ventre de biche, on va dire. C'est qu'il y a un beige assez clair. Donc déjà, on différencie les équipages comme ça. Ensuite, donc le code vestimentaire, c'est une tenue, un gilet, une bombe, une trompe ou une pibole, un fouet, des bottes et des bas de vénerie pour ceux qui montent avec des bottes de vénerie. Et donc ça, c'est un code qu'il faut respecter à partir du moment où on est à cheval. Donc quand on est à cheval, on doit avoir une tenue... En fait, nous, on recherche un peu une uniformité, c'est-à-dire qu'on soit tous une homogénéité, qu'on soit tous que ce soit joli. En fait, dans la vénerie, il y a aussi ce côté la recherche un peu du beau, l'esthétique qui est très important. Les trompes, elles doivent être propres. Les bottes, elles doivent être lavées, cirées si elles sont en cuir. Les boutons en cuivre, ils doivent être passés au miroir, brillants, etc. On doit être propre. Et c'est comme ça. C'est un des codes. Voilà, personne n'arrive avec des bottes crottées ou le moins possible, en tout cas. Et donc voilà, quand on monte à cheval, on doit respecter ce code. On s'habille comme tout le monde et en fait, on donne une image de nous très homogène avec cette assemblée, la même couleur, avec tous habillés pareil en fait. Donc nous, dans notre équipage, les femmes ont des jupes, portent des jupes. Donc on monte à califourchon, mais on a une jupe qui nous couvre le haut des jambes. Ce qui peut être bien pratique quand il fait froid et quand il pleut, mais pas du tout pratique quand il fait chaud, ce qui est souvent le cas dans le sud-ouest. Bon voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et les hommes portent un ceinturon avec une dague, ce qu'on appelle une dague, qui est un couteau en fait, qui sert à servir l'animal. Donc voilà, la tenue, c'est ça. Après, en voiture, les suiveurs en voiture, il n'y a pas vraiment de dress code. Ils ont simplement, s'ils sont participants, cotisants à l'association, ils portent un gilet, donc aux couleurs de l'équipage. Mais voilà, oui, effectivement, dans le monde de la vénerie, on a quand même des coutumes vestimentaires un peu particulières. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait partie de la culture finalement. C'est ça. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et comment questions pas très naïves aussi, mais comment vous choisissez les couleurs? C'est vraiment par goût? Oui, complètement. Ok.
Alors après, les couleurs, elles changent pas tout le temps, hein. L'équipage, c'est historiquement, parce qu'en fait, la plupart des équipages ont été créés il y a plusieurs années, ou voire certains, ils ont des centaines d'années. Donc en fait, la couleur, personne n'a rien inventé, c'est la couleur qui existait, elle a été reprise, voilà. Après, un nouvel équipage, oui, il choisit sa couleur. Alors généralement, on privilégie des couleurs plutôt foncées parce que c'est moins salissant. Et puis après, c'est au goût de chacun. Chacun est libre de choisir la couleur de son équipage. Ouais, de son équipage. Ok, ça marche. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non. On a tout dit. Non. Ouais, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Enfin, rien qui me vienne là particulièrement, mais non, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. En tout cas, merci beaucoup, Mathilde. Je t'en prie, pour cette avec discussion. plaisir, merci. C'était vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Et c'est vrai que... T'as plus qu'à venir voir. Voilà, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Voilà, avant le 31 mars, parce que il reste plus qu'un mois. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est l'intersaison et on recommence au 15 septembre. L'attente doit être longue après, du coup. Ouais, enfin, c'est intense pendant 6 mois, donc on est content aussi. D'avoir un peu de pause. Voilà, d'avoir une pause estivale. C'est bien pour tout le monde, pour les animaux, pour les bonhommes, pour tout le monde. Ouais, et on est d'autant plus content de recommencer en septembre. Mais oui, de toute façon, il y a du travail au chenil aussi à l'intersaison. Et voilà, il faut le temps de faire tout ça. Il y a les chiots qui vont arriver, là, les saillies, on est en pleine saillie là au chenil. Les chiennes, on est en train de faire de préparer l'élevage. Donc les chiennes mettront bas dans 2 mois. Voilà, au printemps. Donc après, c'est les chiots. Enfin, il y a d'autres choses qui arrivent. Super, ça aussi, ouais. Vous avez combien de chiots, du coup On en élève une 30aine par an. D'accord. Ah, ça doit être un moment super sympa. Ouais. Voilà. Ok, super. Écoute, merci encore. Franchement, c'était hyper intéressant. De rien.